merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour cette nouvelle séance du séminaire Sciences sociales du droit. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alexis Blouet, qui est juriste en post-doctorat à l'Université d'Édimbourg. Il a soutenu sa thèse en 2018 à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, thèse pour laquelle il a reçu le prix de thèse de l'Institut Varenne dans la catégorie démocratisation et dont il a tiré un ouvrage donc publié en 2019 chez LGDJ, donc intitulé Le pouvoir préconstituant, analyse conceptuelle et empirique du processus constitutionnel égyptien après la révolution du 25 janvier 2011. Donc, Alexis va nous présenter aujourd'hui une communication sur justement la question du droit constitutionnel donc dans les régimes autoritaires. Donc, sans plus tarder, Alexis, nous te laissons la parole donc, pour ta présentation et nous aurons ensuite un temps d'échange avec les participants. Très bien, merci beaucoup de me recevoir, Mariam et Baudouin. Je suis aussi heureux de parler devant mon ancienne directrice de thèse, Nathalie Bernard-Maugiron. Au fait, c'est une... ce que je vais présenter, ça relève davantage d'un aspect programmatique, donc un projet de recherche que j'essaie de mettre en place ou de mener, basé sur les enseignements que j'ai pu faire à l'Université d'Édimbourg, mon expérience de thèse et voilà mes lectures sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. C'est poser la question du droit constitutionnel en contexte autoritaire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ou réfléchir à partir du droit constitutionnel en contexte autoritaire en regardant le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Ma présentation va procéder par emboîtement, c'est-à-dire que je vais d'abord expliquer pourquoi le droit constitutionnel peut être intéressant pour comprendre le pouvoir dans les régionales. Et donc, je vais pour ça réfuter la thèse selon laquelle le droit constitutionnel ne serait pas un objet valide pour observer le politique ou comprendre le pouvoir. Et après, je vais présenter deux pistes pour envisager la relation entre pouvoir et droit constitutionnel excusez-moi, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La première étant la piste du constitutionnalisme autoritaire et la seconde étant celle du droit constitutionnel en contexte autoritaire. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi je préfère la seconde et quelle piste de recherche ça peut susciter. S'agissant de l'intérêt de l'approche du pouvoir étatique par les constitutions, il y a deux types d'approches qui conduiraient à dire que le droit constitutionnel ne serait pas un objet politique pertinent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il y a une approche, on va dire, qui est fonctionnelle, qui réfute cette utilité du droit constitutionnel pour comprendre le pouvoir en Moyen-Orient, en Afrique du Nord, à partir de l'existence d'un contexte autoritaire, et une autre qui est, on va dire, une réfutation de l'intérêt du droit constitutionnel pour comprendre le pouvoir au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui est plus socioculturelle. Et je vais expliquer pourquoi ces deux thèses, pour moi, ne me paraissent pas complètement valables et pourquoi... Au contraire, le droit constitutionnel me semble tout à fait important pour comprendre les enjeux de pouvoir au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ou en tout cas, pourquoi il est susceptible de l'être. S'agissant de la réfutation fonctionnelle, donc c'est l'idée que parce qu'il y a un contexte autoritaire, le pouvoir, le droit constitutionnel ne serait pas intéressant. Alors pour moi, cette idée, en fait, elle confond d'un côté
le constitutionnalisme libéral, qui est une théorie juridique d'un système politique qui est la démocratie. Donc, c'est l'idée selon laquelle, eh bien, pour garantir la démocratie, il faut une constitution avec une séparation des pouvoirs, des libertés qui sont reconnues, et que grâce à ça, eh bien, grâce à cette théorie, on peut obtenir la démocratie, et ce qui est le droit constitutionnel. Donc, c'est l'idée, au fait, que seulement à partir du moment où on est dans un cadre où il y a une constitution et qu'on est dans un cadre démocratique, que le droit constitutionnel, au fait, serait intéressant ou mériterait d'être gardé. Donc, ça implique qu'à cause des formes de pouvoir autoritaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ou à cause de la prévalence des formes de pouvoir autoritaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, eh bien, les constitutions n'auraient pas de valeur. Ce serait simplement des constitutions de papier ou des constitutions qui seraient des impostures. Alors, la manière dont je propose de répondre à cette réfutation fonctionnelle de l'intérêt du droit constitutionnel pour comprendre le pouvoir au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, elle est dans un premier temps, on va dire, conceptuelle et théorique. C'est-à-dire que si on suit Weber, le droit est un objet de légitimation et il n'y a pas de raison qu'un régime autoritaire se prive de la ressource juridique. Pareillement, Hans Kelsen dit bien que l'état de droit, c'est-à-dire une forme juridique qui mène à la démocratie, n'est pas un concept juridique pertinent. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse dans la science du droit, c'est l'État, et tout État est un État de droit, donc est un État nécessairement de droit. L'autre idée qu'on peut opposer à cette idée que le droit constitutionnel n'irait pas en contexte autoritaire, c'est que le droit constitutionnel, dans ses notions, dans son terreau sémantique, renvoie à tout un tas d'idées qui se marient très bien avec l'exercice de l'autorité étatique, comme par exemple la notion d'ordre public, la notion de sécurité publique, la notion de protection de l'État. Ce sont des notions qui font partie, on va dire, du droit constitutionnel général et qui sont tout à fait sémantiquement convenables pour un régime autoritaire. Par ailleurs, les constitutions sont susceptibles d'être révisées. Donc, on peut aussi imaginer qu'un régime autoritaire qui voudrait passer par-delà la Constitution puisse la réviser. Ça s'est passé, par exemple, en Tunisie avec la révision de 2002, qui instaurait la possibilité pour Ben Ali de devenir président à vie, ou par exemple, en Égypte dernièrement, de la même manière, le président Abdel Fattah el-Sisi qui a révisé la Constitution pour pouvoir continuer à se présenter aux élections présidentielles. Par ailleurs, on peut aussi envisager qu'un régime autoritaire ait intérêt à avoir un droit constitutionnel et intérêt à instituer plusieurs organes, et ces organes peuvent lui permettre de spécialiser, de spécialiser son pouvoir, d'avoir une emprise, on va dire, plus fine sur la société. On pense par exemple au Parlement marocain, dans lequel il y a des partis qui sont pour le roi. Donc, pour le roi du Maroc, le fait d'avoir des partis au Parlement marocain, ça lui permet de pouvoir se prévaloir d'une légitimité électorale qu'il n'a pas. Et donc, ça, c'est pourquoi il me semble que la thèse selon laquelle les constitutions ne seraient pas valables en régime autoritaire ne me semble pas tenir debout d'un point de vue conceptuel. S'agissant de la thèse selon laquelle les constitutions seraient un objet
qui ne serait pas valable pour comprendre le pouvoir au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, non pas d'un point de vue conceptuel, mais d'un point de vue culturel. Alors c'est l'idée selon laquelle la Constitution est une notion qui a une origine politique occidentale et qui n'est donc pas née et issue du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et qui donc ne se marierait pas avec ce terreau. Et ce genre d'idée peut aussi se marier avec un essentialisme islamique qui viserait à dire que eh bien, le pouvoir au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, de par le fait qu'on est dans un contexte musulman, ne tient pas au droit positif, mais bien à l'islam, où on peut avoir par exemple des thèses qui vont dire que la Constitution ne tient pas debout pour comprendre le pouvoir, parce que la vraie Constitution, c'est le Coran. Alors, cette réponse, on peut, enfin, la manière dont on peut répondre à ce type d'argument, on peut le faire d'un point de vue historique, on peut le faire aussi d'un point de vue positif. Enfin, les deux sont liés d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est vrai que le concept de constitution est un concept, on va dire, européen ou occidental, mais les constitutions se sont très vite intégrées à l'histoire politique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et ont même été un des enjeux des luttes d'anticolonisation à partir du moment où la Constitution était un symbole de reconnaissance de la nation, d'affirmation de la nation, était un symbole d'indépendance. On pense par exemple au fait que la révolte égyptienne contre l'occupant britannique dans les années 20 s'appelait la Révolution constitutionnelle, puisque le mouvement égyptien mené notamment par le parti Wafd demandait une constitution pour affirmer son indépendance vis-à-vis des autorités britanniques, ou par exemple, sémantiquement, le parti de Bourguiba en Tunisie s'appelle le parti d'Ostour, qui veut dire constitution. Par ailleurs, on observe aussi d'un point de vue, on va dire, plus contemporain, qu'il y a des phénomènes de globalisation, de circulation des idées, et notamment dans les années 80, sous, on va dire, l'emprise ou l'empire des pouvoirs occidentaux, eh bien, il y a eu une politique d'aide au développement ou une politique d'aide financière qui s'est mue avec des politiques de conditionnalité démocratique ou de conditionnalité liée à l'état de droit ou de conditionnalité liée à la juridisation du pouvoir, puisque c'est comme ça que ça s'est transformé. Et donc, ça, c'est par exemple les travaux de Mona El-Robachi en Égypte ou de Eberhard Kienle en Égypte qui le montrent, comment à partir des années 80, eh bien, notamment sous l'influence des pouvoirs internationaux, le pouvoir égyptien s'est, on va dire, davantage juridicisé. Et d'un point de vue plus global, il y a aussi les travaux de Jan Kormarov sur les pays du Sud qui montrent comment eh bien, le paradigme de l'état de droit ou du droit dans le politique s'est développé un peu partout d'un point de vue global. Enfin, évidemment, la question de l'incompatibilité entre la question du fait que eh bien, le pouvoir ne se situerait pas dans le droit positif ou ne se situerait pas dans l'État, mais est à trouver dans l'islam sur on va dire, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ou plus généralement dans les pays du monde à majorité musulmane, peut aussi être contredit par le fait que eh bien, ce n'est pas l'islam et les constitutions ne sont pas incompatibles. Voilà, il y a des pays, par exemple au Soudan jusqu'en 2005, en Irak et en Égypte, il y a des pays dans lesquels il y a des clauses qui disent que la loi doit respecter la charia. Il y a certains auteurs qui évoquent même l'hypothèse d'un constitutionnalisme islamique, comme Saïd Arjomand. Alors, comment, dans ce cas, approcher
la question du droit constitutionnel et du pouvoir au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il y a des auteurs, on va dire américains ou anglo-saxons, qui ont développé l'hypothèse d'un constitutionnalisme autoritaire. Alors, je vais d'abord vous présenter ce que c'est que cette idée d'un point de vue, on va dire, conceptuel, et ensuite, en vous présentant la vision des constitutions qu'elle sous-tend, et pourquoi je trouve qu'elle n'est pas complètement satisfaisante. Donc, ce sont des auteurs anglo-saxons, comme par exemple Tom Ginsburg, Alberto Simpson, Nathan Brown ou Mark Tushnet, qui ont réfléchi à l'importance, qui ont mis en avant eh bien, l'importance des constitutions dans les régimes autoritaires, en disant qu'elles ont une importance politique, mais plutôt avec une approche normative, c'est-à-dire qu'au fait, elles contraindraient, elles auraient des effets, que si on lit le texte des constitutions, on peut bien comprendre le fonctionnement de l'État, donc avec une pensée au fait, juridique qui reste dans le cadre de la norme et des effets. Alors, le type de modèle de constitution autoritaire, je suis désolé, il faut juste que je fasse une petite manip. Excusez-moi, vous pouvez m'excuser. Ouais, je suis désolé, je vous prie de m'excuser. Le modèle, on va dire, du constitutionnalisme autoritaire ou les constitutions autoritaires, ce serait des constitutions donc, avec un pouvoir centralisé, avec un pouvoir centralisé dans les mains de l'exécutif ou des organes exécutifs, généralement le chef d'État, donc un modèle, on va dire, présidentialiste, des institutions législatives muselées, notamment par le biais de mécanismes comme le pouvoir de dissolution, la compétence concurrente des chefs d'État d'adopter des normes législatives par des décrets-lois, des organes juridictionnels qui seraient aussi muselés par la Constitution, avec des compétences de nomination qui reviennent aux chefs d'État, notamment parmi les juges ou parmi les plus hautes juridictions, avec en tout cas un pouvoir pour l'exécutif eh bien de, on va dire, discipliner les organes juridictionnels, et aussi des dispositifs qui renvoient à l'exercice de l'autorité de l'État, comme les circonstances exceptionnelles, comme l'état d'urgence, comme les pouvoirs extraordinaires. Et donc, c'est l'idée que en fait, ces régimes seraient exceptionnels de par ces constitutions. Alors, si évidemment, je ne réfute pas totalement l'idée que les constitutions puissent avoir des effets, que si on lit la Constitution, on peut effectivement comprendre le fonctionnement d'un régime politique, que des dispositifs effectivement aussi de nomination des organes juridictionnels ou des juges, des plus hauts juges par le pouvoir exécutif ait une importance en pratique. Mais il me semble que ce paradigme du constitutionnalisme autoritaire n'est pas complètement satisfaisant, parce que d'une part, dans les régimes autoritaires, les institutions étatiques ou sociopolitiques qui ont du pouvoir ne sont pas nécessairement mentionnées dans les constitutions, ne sont pas nécessairement mentionnées en détail dans les constitutions. On pense par exemple à l'armée en Égypte. Alors certes, l'armée en Égypte a voulu que ses prérogatives soient constitutionnalisées, mais elle a bien plus de pouvoir que ce qui est marqué dans la Constitution. On pense aux partis dans les régimes autoritaires, aux partis forts dans les régimes autoritaires. Alors là,
je remonte un peu dans le temps, je pense au Parti national démocratique ou au Rassemblement constitutionnel démocratique en Tunisie, qui sont des institutions politiques très importantes, mais qui ne sont pas mentionnées dans le texte des constitutions. Je pense aussi que ce type de dispositif qu'on retrouve dans les constitutions autoritaires, on peut aussi, dans les constitutions en contexte autoritaire, on peut aussi les retrouver dans les constitutions en contexte démocratique. Et elles peuvent même être très utilisées. Je pense par exemple à la France, avec le caractère exponentiel de l'usage des ordonnances, au fait que depuis les 10 dernières années, on a été probablement plus de temps sous le régime de l'état d'urgence que pas sous le régime de l'état d'urgence. Donc je me demande si eh bien, ce type de dispositif constitutionnel permet vraiment de caractériser les constitutions en contexte démocratique des constitutions en contexte autoritaire. Et par ailleurs, les régimes autoritaires peuvent s'accommoder d'une distribution du pouvoir ou d'une certaine dose d'autonomie qui est attribuée à d'autres institutions que le chef d'État ou que le président, et que ça peut même, dans certains cas, on peut envisager que ça puisse les arranger. Par exemple, les déresponsabilisant de politiques de prise de décision qui seraient impopulaires. Je pense par exemple à la thèse de Nathalie Bernard-Maugiron ou de Tamer Mustafa qui montre comment la Haute Cour constitutionnelle égyptienne a pris des décisions qui tendaient à démanteler le legs de l'État socialiste nassérien et à aller dans le sens, on va dire, de la libéralisation clientéliste de Moubarak. On peut aussi penser, par exemple, que des dispositifs qui sont dits plus démocratiques ou plus décentralisants du pouvoir soient mobilisés aussi par les élites autoritaires eh bien, pour étendre leur pouvoir ou pour étendre, on va dire, leur dissémination sur la société. Par exemple, la décentralisation qui peut permettre de coopter des élites locales ou de donner du pouvoir à des partisans. Donc ça, c'est les travaux de Maria-Louise Clausen sur la décentralisation au Yémen. Et aussi, se concentrer sur les constitutions va laisser de côté les enjeux juridiques, on va dire, infraconstitutionnels. Il y a aussi des lois qui sont très importantes dans les structures des régimes autoritaires. On pense par exemple aux lois électorales qui peuvent être clés dans la détermination de qui peut accéder ou pas à la candidature dans des élections. On pense aussi aux lois sécuritaires, comme la loi contre le terrorisme en 2015 qui a été adoptée en Égypte, qui fait de toute personne quasiment qui est supposée poser une menace pour l'ordre public, un terroriste potentiel, ou de tout journaliste qui irait dans des cas qui sont qualifiés de terroristes par les autorités, dire quelque chose de différent des autorités, se faire également qualifier de terroriste. Donc de telles lois qui vont complètement contredire les droits et libertés individuels qui sont inscrits dans la Constitution peuvent parfois paraître plus importants à regarder que la Constitution elle-même, si on veut comprendre, on va dire, les dispositifs juridiques des régimes autoritaires. Alors, le modèle que je propose, ou que j'essaye de penser, on va dire, par rapport au constitutionnalisme autoritaire, je vais essayer de proposer le droit constitutionnel en contexte autoritaire. Alors, vous me direz, ça n'a pas l'air très différent. Bon, je vais expliquer peut-être pourquoi ça me semble qu'il y a une différence. Donc, je vais expliquer un peu ce qui pourrait être cette approche et éventuellement quels pourraient être ses apports ou quelles pourraient être des pistes
pour la développer. Donc, c'est le postulat que la distinction entre le droit constitutionnel en contexte autoritaire et le droit constitutionnel en contexte démocratique ne tient pas tant que ça au texte. Il me semble qu'il n'y a pas une distinction radicale entre, on va dire, les constitutions en contexte démocratique et les constitutions en contexte autoritaire. Il me semble que c'est une grammaire juridique du pouvoir qui m'a l'air assez, on va dire, unie ou qui peut être conçue comme commune. Mais là où elle se distingue, c'est par les usages, les pratiques, et c'est là-dedans que ressort la marque du pouvoir autoritaire. Et donc, c'est selon moi là qu'il faut aller creuser pour comprendre par le droit les régimes autoritaires. Alors, quand je dis usage, ça peut être la mobilisation de la norme dans un cadre formellement juridique, mais qui n'est pas seulement celui de la pratique constitutionnelle, mais qui peut être aussi le cadre de l'adoption de la loi, du décret, d'essayer de voir un peu plus en profondeur dans le droit comment les constitutions peuvent avoir un sens, ou comment on peut attribuer un sens aux constitutions en plongeant un peu plus dans le droit. Ça peut être aussi les contentieux, comment la norme constitutionnelle est mobilisée dans les contentieux juridictionnels, mais pas nécessairement seulement les contentieux devant les juridictions constitutionnelles, mais aussi des contentieux devant les juridictions ordinaires. Et les usages dans un cadre non formellement juridique me paraissent aussi intéressants, comme la manière dont la norme est mobilisée pour justifier ou contester l'action publique, puisque il me semble que voilà, ça participe d'une culture constitutionnelle qui un jour ou qui peut avoir au fait des effets sur le droit positif ou qui peut se retrouver refléter sur le droit positif. Je pense que les juristes ont des outils pour penser ça. Je pense par exemple à une perspective analytique sur le droit qui vise à envisager une distinction entre le langage objet des textes et le langage de la science du droit. Et on pourrait dire que le langage de la science du droit est un langage qui pourrait essayer en tout cas de redéfinir le texte à l'aune de ses usages. Il y a aussi des outils de théorie du droit qui peuvent être mobilisés pour envisager ces usages, excusez-moi, comme la théorie de l'interprétation, de l'argumentation ou la théorie d'analyse des discours juridiques. Alors, je vais essayer de vous présenter les éventuels apports que pourrait porter des études juridiques qui se concentreraient sur les usages du droit constitutionnel tel que défini plus haut. Je pense que une telle étude peut enrichir la compréhension des dispositifs de légitimation du pouvoir autoritaire, de son organisation institutionnelle, de la manière dont il absorbe la contestation, et de celle dont il peut aussi saisir le fait religieux. Alors, s'agissant des dispositifs de légitimation du pouvoir autoritaire, et ceux qui se rattachent à l'autorité de l'État, comme les régimes dits d'état d'urgence, qui est par exemple en vigueur en Égypte depuis les années 80 de manière quasiment discontinue, c'est aller voir quel type de pratique des agents étatiques il permet, peut-être aller voir comment il se définit plus en profondeur dans les textes, donc aller voir, essayer de trouver des méthodes ou des approches qui permettraient de voir comment ils se traduisent dans l'ensemble du système juridique et d'essayer de lier ça peut-être avec les pratiques étatiques
Donc, peut-être voir là à ce niveau davantage. Aussi envisager que des dispositifs, on va dire, constitutionnels ou des normes constitutionnelles qui ne soient pas rattachés à l'exercice de l'autorité de l'État puissent être, qui peuvent être attachés à la tradition libérale ou à la tradition, on va dire, de protection des droits de l'homme, puissent être mobilisés et retransformés et reconfigurés par les régimes autoritaires ou par les élites autoritaires pour justifier des pratiques autoritaires. Je pense par exemple au fait que Abdel Fattah el-Sisi ait argué du principe d'indépendance du pouvoir judiciaire pour se déresponsabiliser de la condamnation d'opposants politiques en disant que ce n'était pas de sa faute puisque les juges étaient indépendants. S'agissant de l'organisation institutionnelle, alors là, si on regarde la pratique, si on regarde en détail la pratique constitutionnelle classique, peut-être qu'on peut envisager des rapports de force entre élites autoritaires ou entre institutions autoritaires qui sont là de manière à ce que, eh bien, il n'y ait pas d'ombre qui soit faite au chef d'État. Je pense par exemple à les travaux de Nathalie Bernard-Maugiron, de Jean-Noël Ferrier sur le bicaméralisme en Égypte, ou cette idée au fait que le fait qu'il y ait deux chambres, qu'il y ait des compétences concurrentes dans l'élaboration de la loi, soit considéré comme quelque chose qui soit à l'avantage du chef d'État, qui peut se positionner comme arbitre, ou envisager aussi qu'à l'intérieur de ces organisations institutionnelles puisse être eh bien, présent une certaine forme ou une certaine opposition politique. Par exemple, je pense que ça pourrait être intéressant de creuser un peu, par exemple, le processus de nomination des derniers gouvernements marocains et de voir l'équilibre qu'il pouvait y avoir entre le parti Justice et Développement, qui est majoritaire, et le roi du Maroc. Excusez-moi. S'agissant de la manière dont le pouvoir excusez-moi, dont le pouvoir autoritaire absorbe la contestation. Donc, par exemple, il y a les travaux de Mariam au Maroc qui montrent que eh bien, les opposants marocains ou les militants marocains vont mobiliser l'arène juridictionnelle eh bien, pour contester le pouvoir autoritaire ou des décisions autoritaires ou pour essayer de faire changer les choses, eh bien, s'intéresser aux usages, ça, pour moi, ça veut aussi dire, quand on regarde la question du contentieux, mélanger ou intégrer aussi des approches qui s'intéressent à d'autres disciplines des droits étudiés, comme par exemple la procédure administrative. Moi, en Égypte, j'ai constaté que pendant ma thèse que le pouvoir d'injonction des autorités, des juridictions administratives en Égypte apparaissait assez restreint, ce qui peut parfois eh bien, susciter, enfin, ce qui peut parfois poser des problèmes en termes, on va dire, d'application de décisions qui seraient favorables aux requérants ou à ce que tenter de revendiquer les requérants devant les juridictions. J'ai vu aussi que les procédures dites d'urgence ou de référé en Égypte duraient plusieurs mois et que dans cette perspective, il peut arriver que eh bien, le juge se prononce alors que eh bien, des atteintes aux droits de l'homme ou des atteintes aux droits et libertés individuelles aient fait des dommages déjà irréversibles. Ça peut être aussi regarder la question de la mobilisation des droits de l'homme dans le cadre du contentieux, dans le cadre d'une réflexion, on va dire, plus théorique sur la théorie de l'interprétation ou la praxéologie du droit, sur eh bien, qu'est-ce que ça veut dire qu'écrire un jugement, qu'est-ce que ça veut dire
d'interpréter le droit dans le cadre d'un jugement. Avec Baudouin, j'ai eu la chance de travailler sur un projet où j'ai pu regarder une décision d'un tribunal pénal turc dans lequel étaient condamnés ce qu'on appelle les academics for peace. Les academics for peace, c'est des individus, des universitaires qui avaient rédigé une tribune critiquer assez violemment les opérations du régime de l'armée turque dans le sud de la Turquie en lien avec le PKK. Ces universitaires ont été incriminés. Et si on lit le texte du jugement, la manière dont le juge sélectionne les faits, il ne développe pas tant sur l'acte de rédiger une tribune qui pourrait rentrer dans le cadre de la liberté d'expression ou dans le cadre de la liberté académique, mais au fait, dans les faits pertinents ou dans le contexte pertinent, il va faire une description de manière très péjorative et de manière à qualifier au fait le PKK de terroriste et de manière à montrer les actes du PKK, donc de la guérilla kurde, dans leur violence, de montrer leur violence. Et le juge va présenter ça comme les faits pertinents dans le cadre d'un procès pour des personnes qui ont rédigé une tribune. Et donc, ça montre comment, par juste sélectionnant les faits, on peut condamner une personne et écarter des arguments qui pourraient tenir aux droits et libertés individuelles. Enfin, s'agissant de la question de la religion et comment le pouvoir autoritaire peut mobiliser le fait religieux, s'intéresser aux usages, ça peut être regardé d'un point de vue descriptif, non pas nécessairement comment le religieux va transformer le droit constitutionnel, mais comment l'univers de sens du droit constitutionnel ou de la positivité peut transformer les catégories religieuses. On pense par exemple au fait qu'en Turquie, l'AKP d'Erdogan a commencé à justifier ses politiques d'inspiration religieuse en mobilisant le principe constitutionnel de laïcité. Donc, on peut voir que voilà des propositions, on va dire. C'est en cours là. Pardon? Pardon? Je continue. Donc, des propositions d'inspiration religieuse sont transformées dans un langage ou sont intégrées à un langage constitutionnel. Ça peut être aussi, ça a déjà été fait par Nathalie et Baudouin, voir comment la manière dont les principes de la charia en Égypte sont reconnus et définis parfois en mobilisant des catégories qui paraissent universelles ou pas spécifiquement religieuses ou qui sont même déjà reconnues dans les systèmes juridiques comme la protection de l'honneur ou de la dignité. Donc, c'est aussi, regarder les usages, c'est aussi voir les transformations potentielles du religieux au contact de la positivité juridique. Voilà, donc ma présentation est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et voilà, c'est plus, on va dire, une présentation programmatique avec des pistes et des questions ou des hypothèses, mais je serais très heureux de pouvoir en discuter avec vous plus en profondeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexis, pour ta présentation. Est-ce qu'il y a déjà des commentaires, questions par rapport à ce que nous a présenté Alexis?
N'hésitez pas à activer le micro, éventuellement la vidéo. Il n'y a pas que moi qui ai perdu ma voix, alors. Je vais peut-être prendre la parole pour laisser le temps aux interlocuteurs de chauffer leur gorge. Juste pour dire que, d'abord vous remercier, Alexis. C'est une présentation tout à fait roborative. Ça donne envie de discuter, d'évaluer les hypothèses, de dire à quel point, moi en tout cas, je me sens en accord avec les raisons pour lesquelles vous réfutez certaines des thèses qui sont présentées à la fois sur l'inutilité du droit constitutionnel en contexte autoritaire et puis les thèses qui sont apportées aussi sur la question de pourquoi le droit constitutionnel en contexte autoritaire. Ces deux types de thèses que vous attaquez à différents niveaux et de différentes manières, mais je vous rejoins assez bien. Je crois qu'effectivement, il faut faire une distinction entre le droit constitutionnel autoritaire et le droit constitutionnel en contexte autoritaire. Ce n'est pas forcément la même chose. Et s'il y a un succès du droit constitutionnel en contexte autoritaire, c'est peut-être précisément parce qu'il donne l'impression d'utiliser les mêmes catégories et les mêmes outils que le droit constitutionnel en contexte démocratique, et que l'effet de légitimation tient en bonne partie à ça. Maintenant, il y a sans doute aussi des limites aux hypothèses que vous formulez, mais vous le laissez entendre vous-même. Par exemple, dans le contexte maghrébin, il est évident que la constitution de la Ve République a servi de modèle, et pour cause, parce que certes, la France est un pays démocratique, mais la constitution de la Ve République n'est pas une constitution totalement démocratique. C'est une constitution en tout cas hyper-présidentielle, ou qui est devenue hyper-présidentielle. Et l'hyper-présidentialisme a très bien convenu au pouvoir autoritaire maghrébin. Et d'ailleurs, les trois, aussi bien tunisiens qu'algériens et marocains, alors qu'ils sont pourtant bien différents à des tas d'égards. Donc là, ce serait intéressant d'aller plus loin par la discussion à la fois l'étayage de vos thèses et puis peut-être la critique de certains de leurs aspects. Et puis une dernière chose que j'aurais voulu souligner, c'est ce par quoi vous terminez, qui est, à quoi je souscris pleinement. C'est pas tellement la religion qui transformerait le droit, et particulièrement le droit constitutionnel, mais c'est plutôt l'inverse, ce serait le droit constitutionnel qui transformerait les catégories religieuses. Et là, je crois qu'on arrive sur un sujet qui m'est cher, en tout cas, peut-être pas aux autres, mais qui est celui de la substitution de la thèse de la sécularisation du droit par la thèse de la positivisation du droit. Qui permet de mieux rendre compte, cette thèse de la positivisation du droit plutôt que de la sécularisation, qui permet de mieux rendre compte de la présence, de la continuité et de l'accroissement même de la présence de la référence à l'islam dans les constitutions, entre autres, mais en même temps de la transformation profonde de cette référence à l'islam. Donc la sécularisation nous pose un problème. Qu'est-ce qu'on fait de l'islam dans le droit et particulièrement dans les constitutions? On est un peu gêné puisque la sécularisation voudrait quand même que d'une certaine façon la référence religieuse soit marginalisée, et on se rend compte que cette référence religieuse n'est pas marginalisée, mais qu'elle n'est pas non plus du tout ce qu'elle a pu être dans d'autres contextes historiques antérieurs. Donc je pense que ça, ce glissement ou ce changement de formulation que vous faites est très heureux et permet de mieux saisir ce phénomène qui est quand même intriguant, d'un surcroît de référence à l'islam dans les constitutions et dans les droits, mais d'un islam qui est en même temps positivé,
qui est transformée en une catégorie juridique de droit positif. Donc, j'aimerais bien avoir les réactions des autres participants à la séance sur ce sujet. Et donc, en tout cas, merci pour la présentation. Je pense que, comme souvent avec vous, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois de l'empirique, même si ce n'a pas été l'essentiel de votre présentation d'aujourd'hui, mais vous travaillez sur le droit constitutionnel tel qu'il est pratiqué et tel qu'il est formulé dans différents contextes moyen-orientaux contemporains. Et en même temps, vous dites, ce n'est pas parce que je travaille sur les sociétés moyen-orientales et musulmanes que la théorie du droit perd de sa pertinence. Autrement dit, l'exotique du Sud, particulièrement, ne justifie pas l'abandon du cadre théorique et du cadre théorique juridique dans votre cas, pas seulement du cadre théorique politique. Donc, merci, ce sont plus des commentaires que des vraies questions, mais il y a quand même sur l'affinement de vos hypothèses peut-être des choses auxquelles vous pourriez réagir. Vous voulez que je réagisse Oui, vas-y Alexis, puis on prendra les questions ensuite au fur et à mesure. Alors, je vais peut-être dire que voilà, sur la question de la positivisation du droit, bah, c'est quelque chose que j'avais peut-être du mal un peu à saisir avant, et cette année en enseignant mon cours à l'Université d'Édimbourg, en travaillant voilà, sur le passage, on va dire, par la modernité ou par l'influence de la colonisation sur ce qu'est le droit islamique ou la normativité islamique. J'ai bien vu que eh bien, la positivisation du droit avait voilà, complètement transformé la manière d'envisager ce qu'est voilà, la charia ou la normativité islamique, en forçant à choisir certaines interprétations au détriment d'autres, en fixant. Donc ça, voilà, j'ai pu le développer cette année au contact des étudiants. J'ai aussi vu que même dans ce qu'on dit tribunaux islamiques ou tribunaux de charia, les manières de faire la justice ou de faire le droit sont complètement différentes de ce que ça pouvait être dans la période prémoderne, et que donc voilà, même là, dans des espaces qui sont dits comme des espaces traditionnels, eh bien aussi les méthodes de réflexion, les méthodes d'adjudication eh bien, sont transformées et peuvent aussi emprunter des éléments de positivisation. Donc voilà, je suis content que vous ayez relevé ça, et moi, je m'en suis rendu compte plus cette année au contact des étudiants en élaborant mon cours, puisque j'avais fait ma thèse sur l'élaboration de la constitution égyptienne, et je voyais ça surtout au prisme de l'article 2 des principes de la charia, et voilà, j'ai pu voir à quel point eh bien, cette transformation de la normativité islamique était profonde. Et s'agissant de la question voilà, des textes, alors moi je sais pas en fait, est-ce qu'on peut dire est-ce qu'une constitution est démocratique, ou est-ce que c'est un jugement qui peut être porté que sur le texte, et à partir du moment où on va dire que la pratique et l'usage est reine ou roi. Alors comment distinguer voilà, la structure des usages, et moi ce qui m'intéresse, c'est voilà, c'est quelle est la valeur de ces qualificatifs démocratiques, autoritaires. Est-ce qu'on peut porter de tels jugements sur tout un système politique? Est-ce qu'on peut porter des jugements comme ça sur des textes? Si oui, en mobilisant quelle catégorie? Voilà, donc c'est des questions qui me travaillent, et puis notamment voilà, en étant, on va dire, socialisé en France, et
eh bien, en voyant un peu ce qui peut se passer dans des régimes dits autoritaires, des fois, on se rend compte que, notamment, si on regarde l'endroit, dans les structures de justification, on peut voir qu'il y a des choses qui ne sont pas si différentes, peut-être des invariants, je ne sais pas. Donc, voilà, ça fait aussi partie des questions qui me travaillent. Donc, voilà, voilà comment je réagirai à vos commentaires et peut-être que j'ai encore dit encore plus d'imprécisions que dans le développement de mes hypothèses. Donc, peut-être que ça va faire réagir les participants. Merci Alexis pour cette première réaction. Je vais donner la parole à Camille. Oui, merci. Bonjour, donc, du coup je suis une doctorante en sciences politiques à l'AM. C'était super intéressant et j'aurais deux questions un peu qui reviendraient sur deux moments de votre présentation. La première, c'était surtout pour revenir un peu sur les limites que vous trouviez au constitutionnalisme autoritaire. Et vous parlez notamment de, par exemple, la décentralisation qui pouvait être mobilisée comme un outil en fait, de placement, disons, d'acteurs proches du pouvoir, etc. Du coup, moi, je travaille sur les Comores où, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a ce dispositif-là, mais on a aussi, en fait, de la décentralisation par évitement du blâme politique sur certains secteurs. Vous avez dit Éviter le blâme, en fait, plutôt oui. Dans certains secteurs politiques. Donc, du coup, on va confier à des échelons locaux et non gouvernementaux des politiques publiques. Et également de la recentralisation. On a des dispositifs comme ça qui ne passent pas du tout par un cadre constitutionnel, donc c'est plutôt intéressant. Et je voulais savoir justement quelle était la thèse. Vous aviez évoqué une thèse qui travaillait justement sur ces dimensions-là, et je n'ai pas du tout noté le nom. Je ne sais pas si vous en souvenez. Alors, c'est pas une thèse, c'est un article. Ah, c'est un article, ok. Qui n'est pas très long, et qui se lit assez bien d'ailleurs, je crois qu'elle est norvégienne, c'est Maria Louise Clausen, qui explique au fait comment il y avait des structures, on va dire, locales qui fonctionnaient pas mal au Yémen et comment le pouvoir autoritaire au Yémen, à partir des années 80 et notamment avec le soutien des bailleurs de fonds internationaux, au nom du développement de ces structures locales, en fait, c'est réapproprier ces structures et les a mis bien dans un cadre, on va dire, étatique de déconcentration ou de décentralisation. Donc, c'est cet article, c'est un article de Maria-Louise Clausen. Je peux peut-être vous le trouver et vous l'envoyer. Merci beaucoup. Et du coup, j'avais une autre question, mais qui va être un peu plus par curiosité en termes de méthodologique. En termes méthodologiques, je me demandais, du coup, vous faites une différence entre du coup, le constitutionnalisme autoritaire et le constitutionnalisme en contexte autoritaire. Mais du coup, quelles sont les implications? Pardon? Le droit constitutionnel en contexte autoritaire. Pardon, le droit. Et du coup, en fait, je me demandais, en termes un peu empiriques, qu'est-ce que ça induit pour vous? Est-ce que ça fait des différences, justement, le fait de passer de l'un à l'autre ou de critiquer l'autre? Je ne sais pas si ma question est claire ou pas du tout. Mais... Oui. Alors, en fait, je pense que c'est une question on va dire, de méthode ou de méthodologie juridique. Alors, soit on regarde le droit selon, on va dire, ses propres termes ou selon son propre discours de manière normative, en disant la norme dit A, est-ce que la norme fait A? Et dans ce cas-là, on va être, on va dire, dans une logique normative qui est pour moi celle du constitutionnalisme autoritaire, c'est-à-dire donc voir le droit à l'aune de ses effets, donc de voir si le droit fait bien ce qu'il dit et si a vraiment une marque sur la société, alors que le droit constitutionnel en contexte autoritaire, c'est plus une méthodologie descriptive. C'est de se dire, voilà, il y a le droit qui est mobilisé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Qu'est-ce que ça nous dit de la société, du pouvoir? Donc, c'est plus, au fait, on va dire, d'un point de vue méthodologique. J'espère que ça a répondu à votre question. Merci. Alors, j'ai profité pour poser une question. Alexis, alors moi, je souhaiterais que tu reviennes sur le choix au sens large du Moyen-Orient. Donc, tu dis que tu interroges ces rapports entre constitution et régime autoritaire à partir de l'État au Moyen-Orient.
Et dans ta présentation, tu as dit, donc réfuté ou en tout cas mis en discussion certaines théories avec lesquelles tu es en désaccord, au moins partiellement, et notamment l'argument qu'on retrouve souvent, hein, selon lequel voilà, les constitutions, ça ne fonctionnerait pas, ou ça serait des constitutions de papier dans les pays musulmans, parce que notion d'origine occidentale, avec tout un discours voilà, d'essentialisme islamique pour justifier ce type d'argument. Mais finalement, en centrant ta comparaison sur l'État au Moyen-Orient, quand on réfléchit à qu'est-ce qui fait le dénominateur commun de ces États du Moyen-Orient, sur lequel tu vas baser ta comparaison, on peut se dire que finalement, ce qui réunit, en tout cas le plus petit dénominateur commun entre ces États, c'est qu'ils sont de confession musulmane ou à majorité musulmane. Donc, quelque part, le choix de l'unité de comparaison renvoie à la religion. Donc, comment est-ce que tu défends cette comparaison dont on pourrait dire que le dénominateur va peut-être se trouver dans cet islam voilà, enfin, comment tu montres qu'on peut faire cette comparaison-là à partir de pays à majorité musulmane, mais en prenant des arguments qui sont autres que des arguments culturalistes? Je ne sais pas si... Mariam, est-ce que je peux compléter ta question? Vas-y, Nathalie. Bonjour Alexis. Bonjour Nathalie. Bonjour Mariam, bonjour Baudouin, enfin, bonjour tout le monde. Oui, j'avais une question un petit peu dans la même ligne que celle de Marianne par rapport à la délimitation de votre champ d'études, parce que vous dites Proche-Orient et Afrique du Nord. Donc déjà, je pense qu'il n'y a pas les pays du Golfe, enfin en tout cas, vous n'en avez pas parlé. Or, c'est un cas d'étude aussi très intéressant justement de ce phénomène d'autoritarisme à travers les textes constitutionnels, puisqu'ils ont tous adopté des constitutions, mais là, vraiment, dans le texte constitutionnel, on voit bien qu'il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs et que vraiment le pouvoir reste aux mains du chef de l'État. Les procédures de contrôle du gouvernement par les parlements sont très, très limitées. Il n'y a pas de motion de censure. Dans certains pays, ils peuvent poser des questions. C'est presque tout ce que peut faire le Parlement. Souvent, ils n'ont que des pouvoirs consultatifs. Mais malgré ça, on a vu qu'au Koweït et au Bahreïn, il y a quand même eu des exemples de dérapage démocratique, comme on avait dit avec Jean-Noël Ferrier, justement, dans ce numéro d'Égypte Monde Arabe, où on avait déjà étudié ces questions des architectures constitutionnelles et des différences entre les textes et puis les pratiques qui peuvent être différentes de ce que les chefs d'État avaient pensé obtenir en adoptant des constitutions. Donc, il y avait cette question par rapport aux pays du Golfe. Apparemment, ils ne sont pas dans l'étude. Et puis, par rapport au Proche-Orient et au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord, justement, quel est le point commun entre ces pays? Parce qu'ils ont tous des systèmes politiques très différents. On a des monarchies, on a des républiques, on a des systèmes on a des monarchies constitutionnelles, d'autres qui restent très, très centralisées. Où est-ce que vous mettez la Tunisie, par exemple, avec son système parlementaire, la nouvelle constitution qui crée des tas de problèmes. Enfin, on le voit en ce moment, ces derniers jours. Il y a des conflits ouverts entre le Premier ministre et le président. Où est-ce que vous mettez le Liban aussi, où là, on ne peut pas vraiment parler d'autoritarisme entre les mains de l'exécutif. Et puis, juste une autre question, un autre commentaire par rapport à cette approche du droit constitutionnel par les usages. Moi, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, comme Baudouin. Je trouve que c'est comme ça qu'il faut le faire, mais c'est déjà fait. Je veux dire, vous avez même parlé, par exemple, de Nathan Brown, que vous mettez dans la deuxième catégorie. Mais Nathan Brown, c'est pas un juriste, c'est un politiste. Et justement, la Constitution, c'est pas tellement il l'utilise justement pour étudier les pratiques politiques, plus que pour le texte en lui-même. Le défaut de s'arrêter à la Constitution, c'est plutôt les juristes qui ont cette approche de voir d'isoler la Constitution justement des pratiques et je vois dans les thèses qui sont faites en France, surtout en France. Là, vous avez beaucoup parlé des pays anglo-saxons, parce que c'est vrai qu'en France, beaucoup de travaux qui sont faits en droit constitutionnel,
voilà, on étudie la Constitution avant, après 2011, et puis souvent ça porte sur l'islam. Voilà, la seule chose qui intéresse les juristes, c'est la place de l'islam. Et c'est vrai qu'au contraire, toutes ces dispositions relatives au fonctionnement du système politique, c'est rare qu'elles soient étudiées. Donc c'est très bien que vous en parliez, parce que c'est comme le dit Baudouin, enfin, je veux dire, c'est le politique qui contrôle le religieux plus que le religieux qui contrôle le politique. On le voit même à travers ces textes constitutionnels. Ils renforcent tout à fait la légitimité politique du gouvernement. Donc, cette approche par les usages, elle est très bien, mais elle est déjà faite. Et est-ce que vraiment des gens comme Nathan Brown ou Tamer Mustafa, que vous mettez dans la deuxième catégorie, est-ce qu'ils ne sont pas plutôt déjà, ils étudient les systèmes politiques de ces pays à travers justement les acteurs, à travers la Cour constitutionnelle, à travers le rôle que joue El Azhar, par exemple, pour Nathan Brown, il a écrit récemment là-dessus, à travers les élections, à travers les partis politiques. Donc, ce qui les intéresse, au contraire, c'est les usages plus que la norme elle-même. Donc, voilà, comment vous vous différenciez par rapport à eux. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup pour toutes ces questions. Alors, sur la question voilà, de la délimitation de l'aire géographique, alors je pense qu'effectivement, il y a des limites et je ne veux absolument pas essentialiser. Après, je pense qu'il faut faire un peu je vais faire un peu de réflexivité. Donc, voilà, j'ai étudié, j'ai fait un master à SOAS, donc en politique du Moyen-Orient, où eh bien, le Moyen-Orient, on va dire, est globalisé. Donc, il y a une tradition, on va dire, d'études aréales dans laquelle je m'inscris, de par mes formations, de par le fait que je suis actuellement au département d'études du Moyen-Orient et islamique de l'Université d'Édimbourg. Donc, je suis dans ce cadre-là, avec aussi une maîtrise de l'arabe. Donc, j'étudie, on va dire, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, mais ce n'est pas pour ça que j'entends essentialiser eh bien, ces aires géographiques. La question, pareil, mais il peut y avoir voilà, des questions communes qui vont se poser, ou des phénomènes qui peuvent paraître communs, comme par exemple la mobilisation de l'islam politique, et qu'on peut voilà, étudier. Eh bien, on peut étudier ces convergences et comment, dans différents pays, eh bien, on y répond. Donc, je pense que voilà, c'est un positionnement de départ, mais je ne suis pas là pour faire une étude des constitutions arabes et du Proche-Orient, mais plus à partir des constitutions arabes et du Proche-Orient dans, eh bien, dans une zone où il y a le contexte, où il y a un phénomène autoritaire assez fort, eh bien, pouvoir réfléchir au lien entre droit constitutionnel et phénomène autoritaire. Donc, voilà, c'est partir d'où je suis, partir de mon bagage, et puis regarder ce qui se passe. Et effectivement, vous avez parfaitement raison. Il y a voilà, des pays qui ne correspondent pas à cette typologie ou à cette idée d'autoritarisme ou de contexte autoritaire. Donc là, je suis parfaitement d'accord. Alors, effectivement, je ne dis pas non plus que les textes ne sont pas importants. Effectivement, voilà, le texte compte, et le texte peut avoir des effets. Effectivement, si on a une constitution dans laquelle, si on a un texte constitutionnel dans lequel tous les pouvoirs sont concentrés dans un organe, ben, on risque d'avoir eh bien, un pouvoir autoritaire, ou ça peut être le symbole, ou ça peut refléter un pouvoir autoritaire. Donc, effectivement, je réfute absolument pas l'idée qu'une constitution puisse eh bien, donner une idée de comment fonctionne un régime politique. Mais je pense que c'est surtout le regard sur le régime politique qui permet de penser comment il fonctionne, et à partir de là, de voir comment le droit constitutionnel se définit là-dedans et réinterprété là-dedans. Donc, effectivement, le texte des constitutions est important, et je n'aurais, on va dire, aucune
aucune réticence à aller regarder effectivement ce qui se fait dans le Golfe, si les constitutions ont une valeur politique, parce qu'il peut aussi arriver dans certains pays que les constitutions n'aient pas de valeur politique, c'est pas nécessaire. Donc regarder ce qui se passe là où ça compte. Alors quand je lis ce qui est écrit, en fait, c'est pas tant une réflexion sur le droit, ou c'est pas tant une réflexion sur le droit qu'une intégration du droit dans le fonctionnement des régimes politiques, en disant le droit est comme ça, le droit fonctionne comme ça, les normes sont comme ça, et c'est donc le fonctionnement du régime politique. Donc, on va dire que les textes des constitutions sont interprétés ou sont compris à l'aune du fonctionnement des régimes politiques. Mais néanmoins, la réflexion ne porte pas sur la qualification du droit ou la théorie du droit. Et il me semble aussi que les travaux de Nathan Brown ou de Tamer Mustapha regardent beaucoup, on va dire, les textes des constitutions ou les décisions des juridictions constitutionnelles, mais ne vont pas nécessairement plus en profondeur dans le droit. Et c'est, il me semble, une manière pour eux d'expliquer avec les textes des constitutions les règles de fonctionnement des régimes politiques, quand les textes des constitutions se marient avec les règles de fonctionnement des régimes politiques. Donc, il me semble qu'on est bien dans une vision du droit qui reste la vision du droit, bien du discours juridique, c'est-à-dire celle de la norme, et que peut-être qu'il ne s'y intéresse pas complètement en tant que tel. Voilà. Merci Alexis. Baudouin, tu avais levé la main, il me semble. Oui, avec plaisir, mais vraiment, si d'autres souhaitent intervenir, il faut le faire. C'est tout l'intérêt de ces séances que de pouvoir échanger et discuter. Donc, je voulais revenir sur ce qui vient d'être discuté. D'une part, à propos de Brown et Mustapha. Simplement, je pense qu'on les associe peut-être un peu trop l'un à l'autre parce que la façon de travailler de Brown ne ressemble pas tout à fait à celle de Mustapha. Il me semble que Brown est plus attentif à la vie constitutionnelle que Mustapha qui en fait plus qui l'instrumentalise pour faire des développements, avoir des développements sur les régimes politiques. Et l'un est finalement plus politiste que l'autre. Il me semble que Brown, même si c'est un politiste, il a une approche plus soucieuse du droit que Mustapha. Mais bon, ça, c'est marginal. Moi, je voudrais revenir sur l'affirmation forte. Le texte compte, quitte à ce que ce soit requalifié par la suite. Et je pense que c'est indispensable sur l'objet juridique de répéter encore et toujours le texte compte. Il n'y a pas de droit sans texte, que ce soit un texte jurisprudentiel ou législatif ou constitutionnel, il n'y a pas de droit sans texte. Le texte compte et dans nos analyses, le texte doit compter. Si nous faisons fi du texte, nous passons à côté d'une chose essentielle. Évidemment, le texte compte, ce qui nous intéresse, c'est comment compte-t-il ? D'abord, il y a des niveaux de formulation du texte, il y a l'élaboration du texte, il y a la lecture du texte, il y a l'interprétation du texte, il y a l'application du texte. On est dans des opérations qui sont finalement assez différentes les unes des autres. Donc déjà, ça, c'est très important. Mais ensuite, et ça, je pense que c'est très vrai, Alexis, il faut aller voir au-delà du texte constitutionnel et au-delà des seules juridictions suprêmes. Je voudrais juste prendre, parce que la pratique du texte constitutionnel, ce n'est pas simplement la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Je vais juste donner un exemple parce que ça nous amène aussi à quelque chose qu'on a abordé précédemment dans la séance. C'est l'exemple marocain. Vous avez, avec la Constitution de 2011, une disposition qui dit que le Premier ministre doit être choisi au sein du parti arrivé en tête aux élections.
Ça, c'est une disposition extraordinaire. Pas qu'elle soit vertueuse ou vicieuse. Elle est extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle induit une contrainte. Le roi, qui ne veut certainement pas apparaître comme anticonstitutionnel ou comme souhaitant déroger à la Constitution, le roi est contraint de choisir le chef du gouvernement au sein de ce parti, et donc au sein du PJD. C'est ce qui fait que Benkeran a exercé la primature pendant plusieurs années, et puis que c'est encore le PJD aujourd'hui qui est à la tête du gouvernement. Mais en même temps, c'est une contrainte sur laquelle les acteurs vont jouer. Dans un premier temps, on n'avait pas fait tellement attention à ça, à la formulation, quelqu'un au sein du parti arrivait en tête. Il est apparu à tout le monde que c'était logiquement le chef de ce parti qui devait être choisi. Et pour différentes raisons, le chef du parti n'a pas totalement correspondu aux attentes qu'on avait, que le palais en avait. Et donc, on a été plus loin dans l'interprétation du texte. Quelqu'un au sein du parti, ça peut être quelqu'un d'autre que le chef du parti. Et effectivement, Othmani n'est pas le chef du parti. Et donc, mais on a ensuite continué à interpréter parce que ça posait quand même toujours des problèmes. On a essayé de faire en sorte qu'il y ait des alliances partisanes qui, numériquement, soient supérieures au parti arrivé en tête. Et donc, l'alliance partisane aurait reçu la primature puisqu'elle avait plus de députés que le PJD. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? En partie parce que ça semblait tordre excessivement le coup à la Constitution et à sa formulation. Donc on voit bien que le texte compte, mais pas le texte dans une espèce de naturalité transcendantale. C'est le texte tel qu'il est travaillé par les lectures, les interprétations, les usages qui en sont faits. Et tout ça, actuellement, en l'absence d'une Cour constitutionnelle active. Alors, vous voyez, elle rajoutera un degré de complexité à la question si jamais elle devient plus active. Mais je trouve que c'est un merveilleux exemple d'un constitutionnalisme qui a sa textualité et ses interprétations, et puis cette même constitution et ce même texte est travaillé en fonction des évolutions politiques du pays. Et le Maroc de 2011, qui réagit de manière très intéressante à la contestation du printemps arabe, le mouvement du 20 février en est l'expression, et qui absorbe cette contestation de manière efficace, on va dire, au sens où il adopte une nouvelle constitution qui permet de complètement désagréger l'opposition qui s'était formée. Mais ce Maroc de 2011 n'est pas le Maroc de 2021, où la contestation n'est plus formalisée du tout de la même façon, et où il y a sans doute une tentative efficace de la monarchie de resserrer les boulons qui avaient peut-être été un peu trop desserrés de son point de vue en 2011. Donc voilà ce que fait le texte constitutionnel pris au sérieux, mais en même temps réinséré dans son contexte et dans ses usages. Il me semble que c'est un bel exemple pour illustrer votre propos sur l'importance du texte, mais pas d'un texte lu comme un ultra-positiviste, disons. Mais la question que je me pose, si je peux répondre, c'est est-ce que le texte compte toujours ou le texte peut compter? Parce qu'on pourrait imaginer, par exemple dans le cas marocain, qu'on décide de sortir de ce cadre, enfin je parle conceptuellement, et bien que le roi justifie par un argument juridique le fait de sortir de cette lecture de la procédure de nomination du gouvernement. Ça peut être conceptualisable. Par exemple, Tout est possible, mais sérieusement, je ne vois pas pourquoi le roi prendrait un pari politique aussi audacieux alors qu'il y a d'autres moyens d'arriver au même résultat. Il y a moyen d'amender la Constitution et donc d'engager la procédure d'amendement de la Constitution
plutôt que de simplement y déroger. Mais ma question, on va dire, était plus d'ordre méthodologique. Est-ce que c'est de dire, dans le cas du Maroc, le texte compte dans la procédure de nomination du gouvernement parce qu'effectivement, il est respecté, mais d'un point de vue, on va dire, conceptuel, abstrait et général sur le droit, le texte, eh bien, pourrait aussi ne pas compter, on va dire, d'un point de vue méthodologique. Point de vue de qui, de quoi? Par rapport à la posture que peut prendre un juriste par rapport au texte d'une constitution. Non, je vois mal un juriste dire que le texte ne compte pas. Parce que par exemple, dans le cadre de ma thèse sur le processus constitutionnel en Égypte, il y a eu 2 commissions constituantes. Donc il y a une commission constituante qui avait un délai de 6 mois, je crois. C'était la première commission constituante qui a rédigé le texte de la Constitution de 2012. Et l'autre, peut-être que Nathalie va me corriger, avait un délai de 4 mois pour finir le texte. Eh bien, celle qui avait le délai de 6 mois l'a fait en 6 mois, mais celle qui avait le délai de 4 mois l'a fait en plus longtemps, en 6 mois aussi. Donc, elle a dépassé le délai qu'on pouvait penser par rapport à la lecture du texte. Mais néanmoins, au sein de la commission constituante, ils ont proposé une interprétation en disant que les jours qui comptaient, le délai, et les jours qui comptaient étaient seulement les jours de réunion officielle de la commission constituante, ce qui a pu permettre de dépasser l'interprétation évidente du texte. Oui, mais le texte compte, dans tous les cas. Le texte compte. Tellement qu'ils ont besoin de fournir une interprétation tirée par les cheveux pour justifier qu'ils y ont dérogé. Et c'est ça, dans votre démarche descriptive que vous faites. Vous montrez comment ce texte est contraignant et en même temps de quelle manière il est contraignant, y compris dans la dérogation qui peut en être faite. Y compris dans les lacunes, parce que bon, la Tunisie, je pense, ne fait pas partie de votre champ d'études puisque ce n'est pas vraiment l'autoritarisme, mais les blocages qu'on a actuellement en Tunisie entre le président et le Premier ministre, c'est parce c'est des choses qui ne sont pas dans la Constitution, justement. Est-ce qu'en cas de remaniement ministériel par le Premier ministre, est-ce que le président est obligé d'accepter cette nouvelle composition du gouvernement ou pas? Et là, on voit que depuis 2 mois, le président refuse d'accepter la prestation de serment de ce gouvernement parce qu'il est contre. Il a été formé contre lui. Et la Constitution n'est pas claire à ce niveau-là. Est-ce que le président est tenu ou non d'accepter le remaniement ministériel que lui propose son Premier ministre ou pas? Et là, il y a un vide juridique et les juristes constitutionnalistes tunisiens se déchirent en ce moment entre Slim Lagmari qui prend le parti du président et puis Ben Achour qui prend le parti du Premier ministre, de Mechichi. Donc, on a, voilà, les lacunes aussi dans un texte constitutionnel peuvent créer des crises politiques. Alors, je vous propose qu'on donne la parole à d'autres intervenantes qui ont souhaité réagir. Donc, d'abord, Eva Lajarige, puis Irénée Lizzola. Bonjour, merci beaucoup de votre intervention. Je ne suis pas du milieu universitaire. Il se trouve que je travaille au ministère de la Justice dans la coopération avec l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Et à ce sujet, vous avez évoqué à quelques reprises, à 2 reprises je crois, l'effet de l'aide au développement, ou plus largement ce qu'on appelle la coopération internationale maintenant sur la justice dans ces pays et les pratiques de justice, surtout dans des exemples, je dirais, un peu négatifs. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc l'idée que l'aide au développement ou la coopération internationale en matière de justice a aussi parfois renforcer des logiques autoritaires. Donc déjà, je serais intéressée d'en savoir plus sur ce point et à l'inverse, savoir si vous avez réfléchi à des exemples inverses tout simplement, où la coopération internationale aurait permis d'évoluer plus positivement sur les pratiques dans le sens pas d'un renforcement autoritaire, mais l'inverse. Notamment compte tenu du fait que l'Europe investit quand même massivement dans le soutien des systèmes judiciaires des pays d'Afrique du Nord, notamment depuis 2011.
Donc, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'au niveau universitaire, vous avez du recul? Alors, si ce n'est pas vous aussi, si je suis intéressée et curieuse de tous les conseils que vous auriez en termes de lecture et de travaux. Je vous remercie. Merci pour votre question. Donc, l'exemple auquel je me référais était plus en fait un exemple, on va dire, général dans les années 80. Donc, c'était l'idée de la conditionnalité démocratique pour l'aide au développement, avec on poussait pour des réformes juridiques ou des réformes textuelles vers voilà, ce qui semblait être des textes qui convenaient à l'état de droit. Et donc, c'est plus d'un point de vue, on va dire, structurel. Et en fait, les régimes autoritaires ont trouvé des interprétations, ont rajouté d'autres textes pour annihiler l'effet démocratique de telle mesure. Mais je ne me référais pas, par exemple, à des programmes de développement ou de coopération au niveau, on va dire, matériel, charnel de juges ou d'institutions judiciaires. Je pense que Nathalie a travaillé en Égypte avec la Cour de cassation. Donc, je ne me référais pas à des exemples, on va dire, de projets concrets, matériels, mais plus au fait, en fait un discours général, international, avec voilà, cette idée que, eh bien, à travers eh bien, une modification des textes juridiques, eh bien, ça faisait partie des facteurs qui pouvaient faire qu'on pouvait eh bien, recevoir de l'aide au développement. Et après, alors, la question d'aider les juges au développement, mais évidemment, d'un point de vue, on va dire, général, ça dépend quel juge, parce que les juges peuvent aussi être des autorités qui peuvent évidemment faire mal aux populations, être des outils de répression. Donc, la question se pose aussi. Quel état de droit, pourquoi en fait? Mais après, évidemment, non, je ne vais pas dire que la coopération est nécessairement négative ou que c'est nécessairement un outil de néo-impérialiste de renforcement des régimes autoritaires. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça que je veux dire. Oui, non, j'avais bien compris, mais justement, il me semble intéressant de réfléchir à chaque niveau ce qu'on essaye de faire dans le domaine sur les champs de coopération qui peuvent permettre de... Par exemple, vous parliez de l'interprétation, de tout le travail d'interprétation du droit qui est un champ, à mon sens, ça aurait le mérite de partager les réflexions, partager les pratiques sur la manière dont les textes sont interprétés. Voilà, oui. donc c'était plutôt si vous aviez des intuitions de ce type-là. Je sais pas, je pense que moi j'aime bien la théorie du droit, donc à partir du moment où les juristes, on va dire, sont formés aussi, ou ont du recul sur ce qu'ils font, le fait qu'interpréter, c'est avoir du pouvoir, qu'il y a différentes méthodes d'interprétation, ou que le droit eh bien, se concrétise par la volonté des individus qui l'appliquent ou qui le créent. À partir du moment où je pense que les juristes ou les praticiens ont cette conscience-là, je pense que voilà, ils peuvent, s'ils ont des volontés démocratiques ou des volontés, on va dire, bienveillantes vis-à-vis des populations, ils peuvent s'en servir. Donc moi, ma modeste suggestion, j'y avais jamais pensé, mais si effectivement, peut-être d'ailleurs les juristes auxquels vous travaillez sont conscients de la théorie du droit ou des différentes théories juridiques, peut-être ça peut être un volet au fait pour développer ce type de projet, des projets voilà, de dialogue, de réflexion sur ce qu'est le droit et faire le droit par-delà les approches dogmatiques qui consistent à connaître par cœur les textes. Voilà. C'est vraiment du freestyle. J'ajouterai des éléments de réponse, sauf si Irène veut précisément répondre aussi à cette question. Ma question, elle est en partie liée à la dernière question posée, mais je vous laisse rebondir avant de parler si vous voulez insister sur des aspects. Bon, je le fais très vite sur cette question de la coopération judiciaire et de l'aide au développement en matière judiciaire particulièrement. Je pense que
il ne faut pas chercher le mal partout et a priori. Donc, il y a des effets extrêmement intéressants et positifs de l'aide, de la coopération internationale et la coopération au développement en matière judiciaire. L'informatisation de nombreuses juridictions, par exemple, fait partie de ce qu'on peut quand même considérer comme un acquis positif. Mais ça induit des effets qui, eux, sont complexes. Il ne s'agit pas pour moi de dire qu'ils sont négatifs ou positifs, mais ils sont complexes. Et je vais en donner deux simplement. L'informatisation, ça a amené en Égypte, par exemple, au développement de modèles judiciaires dans un certain nombre de contentieux. Ce sont des modèles, c'est-à-dire que ce sont finalement des formulaires que les juges remplissent quand ils considèrent que telle question qu'il aurait posée, telle requête relève de tel contentieux, de tel article de telle loi. Eh bien, ils recourent à un modèle qui n'est pas forcément un modèle officiel, qui est un modèle qui circule entre eux et qui les amène à des réponses totalement stéréotypées sur ces questions. Ça a l'avantage d'augmenter la sécurité juridique, qui est une des raisons pour lesquelles la Banque mondiale, par exemple, a mis la coopération judiciaire et le droit et la justice parmi ses priorités dans les dernières décennies, parce que précisément la prévisibilité est un élément important du droit et de la stabilisation et permet les investissements aussi de manière mieux garantie. Donc, ces modèles judiciaires assurent une certaine prévisibilité des décisions de justice, mais en même temps, ils réduisent considérablement la capacité interprétative des juges et l'adéquation de leurs décisions par rapport aux cas particuliers qui leur sont soumis. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de paradoxe entre, d'une part, une sécurité juridique augmentée et d'autre part, une capacité interprétative nettement réduite. De la même façon, cette aide juridictionnelle a amené à de plus en plus évaluer les juges en fonction de standards, de benchmarks, de techniques du management et non pas de techniques propres au monde judiciaire. C'est intéressant au sens où évaluer le travail des juges est une bonne chose, a priori, mais le problème, c'est que c'est une évaluation qui est une évaluation extrêmement technocratique et qui est beaucoup plus quantitative que qualitative. Par exemple, est évaluée positivement une décision de première instance qui n'a pas suscité d'appel, parce que c'est une décision qui, donc, semble plus efficace, semble plus directe et moins coûteuse au total. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le respect des droits de la défense sont mieux respectés parce qu'une décision ne va pas en appel? C'est une question que je serais bien incapable de trancher dans l'absolu, mais qui montre à quel point l'aide juridictionnelle, la coopération au développement en matière juridictionnelle est une coopération non seulement qui est importante, mais qui produit des effets. Ces effets sont certainement d'un côté positif, mais peuvent soulever des tas de questions qui sont propres à l'évolution du droit et de la justice dans nos sociétés contemporaines, et pas seulement dans les pays du Sud ou les pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Merci Irénée, je vous laisse enfin la parole. Et merci de votre intervention. Pareil comme avant, j'avais en tête les passages de votre intervention quand vous avez parlé des années 80 et de la politique des conditionnalités démocratiques liées à l'état des droits. Et ça m'a fait réfléchir par rapport à mon terrain de thèse. Je suis inscrite aussi en sciences politiques et je travaille sur la circulation transnationale des pratiques de plaidoyer d'acteurs non gouvernementaux. Et je prends comme cas d'étude les cas marocains. Et en particulier, j'analyse le travail d'advocacy qui est fait par rapport à l'abolition de la peine de mort au Maroc et par rapport à des réformes dans les domaines de la gouvernance sécuritaire.
ce qui est défini les champs de la gouvernance sécuritaire à l'international. Et la question que je me pose et que j'aimerais vous poser, c'est par rapport, du coup, moi, je travaille plutôt sur des questions qui ont à faire avec, entre guillemets, les droits humains, les droits fondamentaux, des questions qui appellent beaucoup à ces domaines. Et du coup, ça m'a fait penser aussi à comment considérer les droits humains en contexte autoritaire. Ce que j'aimerais vous demander, c'est quelle est l'approche théorique et analytique qu'on peut adopter pour décrire des dynamiques des transferts normatifs et des politiques publiques et bonnes pratiques aussi des gouvernances, comme dans les cadres de la gouvernance sécuritaire. Comment on peut décrire de manière analytique ce qui se passe quand il y a des transferts qui s'opèrent? Parce que souvent, dans cette idée de la circulation des idées, on a souvent une littérature qui nous parle d'un champ international qui produit une certaine normativité ou tout un ensemble de bonnes pratiques et qui sont après importées par des acteurs qui font d'intermédiaires quasiment, bailleurs des fonds ou d'autres, dans les États qui s'inspirent pour après développer des projets de réforme dans différents domaines. Et moi, j'aimerais savoir du coup quelle optique analytique faudrait-il adopter pour décrire ces dynamiques? Est-ce qu'il faut parler des transferts ou c'est encore ou c'est une approche, une vision qui réitère, qui ne fait que réitérer cette division entre champ international de production de normes et champ national qui aurait du coup moins de capacité de produire des bonnes pratiques. Voilà. Et donc, en fait, c'est des pratiques internationales, c'est ça? Oui. C'est, moi, j'analyse les contenus d'une activité de plaidoyer qui est faite aussi en partenariat entre acteurs locaux et acteurs internationaux et qui vise à promouvoir une série de réformes, par exemple l'abolition de la peine de mort ou des réformes dans les domaines de la gouvernance sécuritaire. Et du coup, je me pose, d'un point de vue théorique et analytique, comment on rend compte d'une dynamique de transfert ou de bonnes pratiques ou de normes qu'on décrit comme une norme qui dérive de l'international. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est toujours adapte de renvoyer à l'international comme champ des productions des normes qui sont reprises et qui circulent aussi au niveau national et local? Je ne sais pas si c'est trop clair, mais c'est... Non, après, c'est vrai que moi, on va dire que je suis un juriste assez classique, positiviste, avec voilà, la vision, on va dire, puis je fais du droit interne, donc avec le système juridique interne. Donc c'est vrai que voilà, ces questions d'influence, de normes internationales ou de normes extérieures ou de bonnes pratiques, c'est peut-être pas exactement mon champ de spécialité. Après, je peux dire que voilà, en tant que juriste, un système juridique est ouvert à son environnement social et voilà, et s'adapte à lui. Donc ça, je peux dire ça. Après, je pense qu'il y a des travaux, voilà, du point de vue du droit international, c'est réfléchir aux relations entre ordres juridiques internationaux et ordres juridiques nationaux. Mais après, ça, c'est un point de vue formel. Je ne sais pas si ça vous intéresse en tant que sociologue ou politiste pour savoir ce qui se passe concrètement. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Je sais qu'en droit, il y a aussi beaucoup de juristes qui travaillent sur la soft law, qui essaient de penser ça. Donc, ça peut peut-être être un champ qui vous intéresserait, la soft law internationale. Je sais qu'il y a des juristes voilà, qui font des thèses là-dessus. Donc, je pense que ça pourrait vous intéresser. Et après, je pense que c'est vrai que l'idée de transfert, ça fait toujours un peu... mais après, là, je ne parle plus en tant que juriste. Je veux dire que je parle en tant que... on va dire en tant que apprenti politiste ou apprenti sociologue, ça fait un peu, même en droit, ça fait un peu bizarre parce que c'est la question de la réception aussi qui doit se poser, puisque la réception implique une redéfinition. Donc voilà, après, mais j'imagine que ça, c'est des notions que vous maîtrisez peut-être déjà ou des questions que vous posez, mais vous, d'un point de vue pratique, j'imagine que les catégories sciences politiques doivent permettre peuvent vous permettre de poser, de répondre à ces questions. Après, en tant que juriste, moi, je peux vous dire que voilà, l'interprétation, ça compte. Donc,
peut-être essayer de trouver un concept qui permette de rendre contre ça. Et après, sinon, je vous renvoie peut-être aux travaux d'internationalistes, au lien entre système juridique international et interne, avec le rapport entre soft law et hard law. Voilà. J'espère que je vous ai aidé. Bien, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions pour Alexis? Non, on dirait qu'on a fait le tour. Donc, on va pouvoir clore cette séance en te remerciant encore vivement, Alexis, d'avoir accepté de participer. On sait que tu as une audition demain, donc c'est encore d'autant plus merci à toi d'avoir consacré ce temps-là à notre séance. Et on te souhaite bonne chance, bien sûr, pour demain. Quant à nous, pour les participants, on se retrouve donc le mois prochain, donc le premier jeudi de juin. J'ai oublié la date, c'est le 3 juin. Et c'est Nathalie Bernard Maugiron, donc, qui est ici aujourd'hui, qui interviendra. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence et j'espère donc à dans un mois. Merci beaucoup. Merci Mariem, merci Alexis, merci Nathalie, Irénée et tout le monde.